Mesdames, Messieurs, le salut est à vous. Vous qui nous suivez en cette heure-ci sur ABK Télévision, vous êtes bien sûr invité spécial. Aujourd'hui, nous accueillons Jacques Didier Bock. Il est ingénieur en génie civil. Il a participé dans pas mal de travaux dans le BTP et dans le génie civil en général. Aujourd'hui, il est notre invité. Il n'est pas très disserte sur les questions qui concernent sa vie intime et sa vie personnelle. Mais sur le plan professionnel, nous allons parler de l'état des infrastructures routières au Cameroun, notamment dans la ville de Douala, où il réside. Bienvenue, Monsieur Bock, sur Invité Spécial. Bienvenue à vous, les téléspectateurs de ABK, dans cette émission d'Invité Spécial. Nous allons essayer ensemble d'apporter quelques lumières et quelques éclaircissements sur certaines thématiques qui vous tiennent à cœur. Merci, le décor est ainsi planté. Nous revenons tout juste après cet élément. En effet, le président Paul Biya a posé la première pierre de construction le 13 novembre 2013 dans le but non seulement d'élargir la route afin de faciliter la circulation et aussi de s'aligner parmi les pays en voie de développement. Il était donc urgent et même très urgent qu'à côté du pont qui pouvait s'écrouler sous le poids de l'âge, qu'un second pont soit enfin construit pour en finir avec le calvaire des embouteillages sur le tronçon Bonabéry-Daido. Les ingénieurs français et camerounais ont ouvert cette bretelle pour pouvoir effectuer les travaux sur une des pistes du premier pont et enlever les rails qui causent principalement les accidents de moto sur ce pont. Dès lors, il leur faudra juste terrasser tout le tronçon, puis le relier à l'échangeur du rond-point d'Aido pour une ouverture définitive du deuxième pont sur le Vouré. Même si ce deuxième pont vaut 3 fois le premier avec 6 voies routières, une ferroviaire et 2 pour piétons, comme qui dirait, une bonne voie suscite toujours des accidents. Monsieur Jacques Didier Bock, bien avant que nous entrons de plein pied dans la thématique proprement dite sur les infrastructures routières, nous avons fait une petite capsule de ce qu'est, quand on a ouvert la voie sur le deuxième pont du Vouré, et nous y sommes allés. Et bien avant, nos téléspectateurs aimeraient savoir qui est Jacques Didier Bock. Monsieur Biga, je vous remercie. Jacques Didier Bock est âgé de 55 ans. Il est né le 7 septembre 1962 à Garoua. Je salue d'ailleurs tous mes frères du Nord et de l'extrême Nord qui sont face à des tourments depuis un certain temps. Il est marié depuis 30 ans à la ravissante et charmante épouse Viviane. Ils ont 3 enfants, une fille, 2 garçons et une ravissante petite fille qui fait notre bonheur. Jacques Didier Bock est ancien élève des classes préparatoires en France, diplômé de l'école des travaux publics de Lyon et diplômé de l'école de management de Lyon. Il travaille depuis qu'il a 24 ans, donc à ce jour, il cumule 31 années d'expérience. Le rôle de père vous tient à cœur. Comment conciliez-vous ce rôle de père avec les nombreuses activités professionnelles que vous exercez? Je crois qu'il faut définir les rôles. Je pense que mon rôle de père, c'est d'être celui qui montre le chemin.
le chemin pour que mes enfants puissent acquérir les moyens de se positionner, de se battre et d'arriver à vivre dans un relatif confort et dans une relative tranquillité d'esprit dans l'avenir. Cela veut dire que je suis là pour être déjà présent dans leur questionnement quotidien, mais aussi par ma touche personnelle, leur ouvrir les horizons de la réflexion, de l'intelligence, de la spiritualité sur l'avenir. Malgré tout cela, vous parvenez quand même à vous frayer un chemin pour pouvoir trouver le temps nécessaire de jouer avec ces derniers? J'ai toujours eu des rapports de grand frère à petit frère avec mes enfants. Bizarrement, je n'ai jamais vraiment eu des rapports de père avec eux. C'est plus des rapports de grand frère à petit frère, ce qui facilite les choses, mais aussi avec des discussions assez poussées, assez profondes sur qu'est-ce que la vie, comment il faut l'aborder, de quelle qualité il faut faire montre pour pouvoir traverser les étapes. Je me permets de dire à nos téléspectateurs que vous êtes un fan de jeux vidéo, que vous jouez d'ailleurs parfois avec vos enfants. Oui, mes enfants ne veulent plus jouer avec moi. Parce que moi, je ne joue pas pour le plaisir de jouer, je joue pour découvrir un peu l'architecture et les algorithmes qui ont permis de construire le jeu. Donc ça veut dire qu'au début, mes enfants, ils me battaient 5-0, 6-0, 7-0. Mais maintenant que j'ai compris les algorithmes et j'ai compris l'architecture, c'est plutôt eux qui souffrent d'avoir des défaites. Vous êtes également un fan de lecture. Pour vous, quelle est la place de la lecture aujourd'hui? C'est pour former votre personnalité? C'est pour vous affirmer en tant qu'être humain? Non, l'ignorance, c'est un cancer. Si vous ne pouvez pas appréhender les situations avec les mots, les images et les principes qu'il faut, vous êtes faible vis-à-vis des autres et vous êtes en train d'aller dans l'erreur. Et il y a des erreurs qu'il est très difficile de réparer. Donc pour moi, la lecture, je lis de tout, hein. Ça va de la politique à l'histoire, au sport. Je lis même tout ce qui concerne les cosmétiques des femmes, les fashion et tout ça. Parce que je me dis que cette connaissance-là me permet de comprendre le monde et d'être plus pertinent lorsque j'ai à intervenir sur un quelconque sujet, soit avec des gens qui me sont proches, soit avec des gens avec qui je suis en relation d'affaires ou en relation amicale. Gardez-vous toujours de très bons rapports avec tous vos camarades de classe? Oui, mes camarades de classe, ils me reconnaissent à la télé, parce que je passe assez souvent à la télé. Je n'ai pas d'ennemis connus dans mes camarades de classe, mais j'ai des amis sincères et vrais. Je n'ai pas besoin de les voir tous les jours, mais je sais que si je les appelle, même à 3 h du matin, ils se lèveront pour venir voir pourquoi je les appelle. Est-ce que M. Mbok se considère comme un homme riche ou accompli? M. Mbok se considère comme un homme perfectible. Comme un homme perfectible qui, par un développement spirituel permanent et renouvelé, avance vers la lumière et la vérité. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède. La vraie richesse, c'est de disposer des moyens et des arguments pour arriver à ce qu'on veut. Nous avons passé tout à l'heure un élément sur le deuxième pont du Voré. Qu'en est-il aujourd'hui? À quel stade des travaux se trouve-t-on au second pont du Voré aujourd'hui? Enfin, je vais répondre parce que vous me posez la question. Donc, le pont en lui-même a été ouvert à la circulation, mais les voies d'accès à ce pont et les voies de raccordement à l'ancien pont ne sont pas encore finies. C'est pour ça que du côté de Deido, on observe encore des congestions et des embouteillages, d'autant plus que le passage inférieur qui devrait permettre la sortie des porteurs venant du port pour leur acheminement, soit vers Douala, soit vers Bonabéry, ce passage inférieur est encore en travaux. Donc le pont lui-même est ouvert à la circulation, mais toute la zone qui permet la distribution du trafic à l'entrée de ce pont, côté d'Eido,
n'est pas encore achevée. C'est pour ça qu'il y aura encore quelques difficultés qui devront être levées incessamment. Donc c'est pourquoi, en ce moment, si on connaît encore une recrudescence massive des bouchons, surtout aux heures de pointe. On connaît une recrudescence massive des bouchons parce qu'il y a un fort trafic, que ce sont encore les voies transitoires qu'on avait faites qui sont utilisées et que tout le monde veut maintenant aller le plus rapidement possible sur le nouveau pont. Mais je pense que souffrons encore quelques temps et tout le monde sera content quand d'ici quelques mois tout ça sera terminé. Maintenant, parlons véritablement de la route. Quelles sont les différentes caractéristiques qu'on peut avoir sur une route? Une route, c'est une emprise sur laquelle on va faire circuler des véhicules. Pour faire une route, il y a des données d'entrée. La première donnée d'entrée, c'est de connaître le trafic qu'il y a sur cette route actuellement et le trafic qui sera induit par le fait de construire ou réhabiliter la route. Parce que vous savez que quand vous construisez une nouvelle route ou vous réhabilitez une route, il y a des gens qui ne la prenaient plus ou pas qui y viennent. Pour faire cette enquête de trafic, nous comptons physiquement, en postant des hommes ou en postant des caméras à réflexion qui enregistrent automatiquement, nous comptons le nombre de véhicules poids lourds, c'est-à-dire pour nous en région urbaine, le nombre de véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou en race campagne dont le poids total en charge est supérieur à 5 tonnes. Ce sont ces véhicules-là qui vont donner la capacité de la route à réaliser. Suivant que on va se trouver dans des configurations basses, moins de 150 véhicules par jour, moyenne de 150 à 300 véhicules par jour ou haute de 300 à 750 et lourde au-delà de 750. Donc c'est cette catégorisation qui va permettre de définir le nombre de voies de la route. Cette caractérisation va aussi permettre maintenant de définir quel type de corps de chaussée est à même de supporter ce trafic. Mais là, il y a aussi une donnée importante. Il faut aussi savoir quel est le type de véhicule à charge maximale que nous allons accepter sur cette route. Parce que vous devez savoir que une route qui est faite pour accueillir des camions de charge maximale de 30 tonnes, lorsqu'elle accueille un camion de 40 tonnes, ce camion de 40 tonnes agresse la route 13 fois plus qu'un camion de 30 tonnes. Et un camion de 50 tonnes agresse la route 20 fois plus qu'un camion de 30 tonnes. Ça veut dire que si vous avez dimensionné votre route pour des camions de 30 tonnes qui devront y circuler pendant 15 ans, chaque fois que vous y mettez des camions supérieurs à 30 tonnes, vous réduisez la durée de vie de votre route. Donc, quel est le trafic que je compte aujourd'hui? Quelle est la charge maximale limite que j'espère, soit en valeur absolue, soit en valeur relative, le pourcentage de camions de 30 tonnes, de 40 tonnes, et à partir de là, je définis mon corps de chaussée et je définis la largeur des voies et la largeur de la route. Permettez, est-ce qu'il y a-t-il des moyens de contrôle aujourd'hui pour pouvoir vérifier de l'effectivité de cette mesure dont tout le nous fait part, que fonction du type de camion, le type de trafic, on établit la route? Est-ce que quand on voit la vitesse à laquelle nos routes se dégradent aujourd'hui, est-ce qu'il y a une mission de contrôle qui suit véritablement l'application de ces différentes normes mises sur pied par rapport à la route? Je ne veux accuser personne, mais vous-même, vous voyez que tous ces camions qui viennent faire l'approvisionnement des commerces le long de nos voies, ou tous ces gens qui ont des entrepôts en plein centre-ville font venir des camions, des semi-remorques, des containers dont vous comprenez aisément qu'ils ont dépassé 30 tonnes depuis longtemps. Donc, l'agression de la route est accélérée
Et la route qui était prévue pour faire 15 ans, parce que nous sommes généralement ici au Cameroun en chaussées souples qui ont une durée de vie de 15 ans, à condition qu'à partir de la 3e année, on y consacre 7 à 10% de la valeur de construction en entretien. Une fois que vous dépassez la charge admissible, vous réduisez la durée de vie de la route. La ville de Douala dispose-t-elle véritablement d'une voirie efficiente? Nous avons fait une étude en 2008 qui a été très claire. Pour mettre à niveau les voiries existantes, je dis bien à niveau les voiries existantes, je ne dis pas de construire de nouvelles voiries, il faut un investissement immédiat de 156 milliards. Là, vous parlez de la ville de Douala uniquement. Je parle uniquement de la ville de Douala. Pour que la ville de Douala puisse trouver des niveaux de service efficients dans ses voiries, il faut 156 milliards pour réhabiliter, renforcer les routes, réhabiliter et renforcer les réseaux d'assainissement, parce que l'ennemi de la route, c'est l'eau, et la route a deux ennemis, l'eau qui est notre plus grand ennemi, et les surcharges qui viennent agresser la route. Après avoir donc investi ces 156 milliards de suite, il faut prévoir sur 5 à 6 ans 40 à 60 milliards d'investissements par an. Et ce n'est qu'après ça que vous pourrez dire que Douala a des routes qui lui ont un niveau de service acceptable par rapport à leur fonctionnalité, par rapport à leur utilité et par rapport à leur importance. Lorsqu'un maître d'ouvrage vient vous voir, par exemple pour la réflexion ou la confection, la réhabilitation d'une route, qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis la vérité. Laquelle? La vérité technique. Je lui dis la vérité technique. Mais vous lui dites la vérité, mais peut-être dans le cours, on ne se rend pas compte que vous faites un travail peut-être en amont. C'est peut-être à vous que revient le tort de mauvais état de la route, parce que c'est vous qui étudiez, vous émettez vous posez un diagnostic et vous dites voilà voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes suffisamment entendu? Je suis dans l'ingénierie. Oui. Donc je suis ingénieur conseil. Je donne des conseils. Je donne des éléments pour que le maître d'ouvrage prenne sa décision finale. Je lui donne tous les conseils et tous les éléments pour qu'il prenne sa décision finale dans une approche coût, rentabilité, disponibilité des moyens et tout ceci. Donc, en quoi serais-je indexé? Je serais indexé si à un moment je lui cache la vérité. Mais une fois que je lui ai dit la vérité, il lui appartient de prendre la décision qui lui paraît la plus opportune en termes de réalisation des travaux. Une opinion pense que la réalisation de la voirie au Cameroun, notamment dans la ville de Douala, est fonction du politique. Donc c'est le politique qui décide du type de route qu'on doit avoir. Ben, ce n'est pas seulement dans la ville de Douala. Nous sommes au service de l'action publique et des maîtres d'ouvrage privés ou publics. Nous ne sommes que des conseillers. Nous sommes les sachants techniques. Si vous avez votre maman qui dit à votre femme de préparer le ndolé avec l'arachide et que votre femme ne met pas l'arachide dans le ndolé, est-ce que c'est la faute de votre maman, M. Biga? Voilà la problématique. Vous, en tant que conseil, quelles caractéristiques peut-on reconnaître une route? Non, une route, c'est une voie sur laquelle des véhicules circulent pour relier un point à un autre. C'est ça. Maintenant, il y a plusieurs catégories de routes. Le problème de la route au Cameroun, c'est que les gens en parlent sans être au fait de la réalité. En ce qui concerne ce que vous appelez la route, il y a ce qu'on appelle la voirie simple, qui est régie actuellement au Cameroun à défaut du code et règlement camerounais. Il y a la voirie simple qui est régie par le guide de la voirie du Centre d'études et de recherche en transport urbain de France. C'est ce document qui aujourd'hui est pris par ceux qui construisent des routes pour les voiries simples.
Pour qu'on se comprenne bien, quand on parle de voirie simple, on fait allusion à quoi? Une route qui ne demande pas d'aménagement particulier. C'est-à-dire où on n'a pas forcément besoin d'avoir des parkings pour les taxis, des allées piétonnes, des pistes pour les motos, où on n'a pas besoin de faire 2 fois 2 voies. Une route de 2 fois 1 voie, simple, qui va permettre d'aller d'un point à un autre. Peut-être le cas des zones rurales. Non, mais vous avez les routes communales. Il y a les routes communales et les routes départementales qui peuvent être des routes à 2 fois 1 voie. Et il y a beaucoup de routes à Douala qui sont communales ou départementales. Et ça choque les gens quand on leur dit que non. La grande route que vous prenez là, c'est une route communale. Ils sont choqués, mais c'est la réalité. C'est classé route communale. Ça fait mal aux autochtones de dire que non, la route qui passe devant chez vous, c'est simplement une route communale. Ce n'est même pas une route départementale. Vous comprenez? Parfaitement. Ça leur fait mal. Mais quand nous intervenons dessus, la classification route communale limite ce qu'on peut faire sur une route communale. Au-dessus du guide de la voirie urbaine, du CERTU, vous avez l'instruction pour la conception technique et l'aménagement des voies rapides urbaines. C'est-à-dire, là, on admet que les gens doivent rouler au moins en temps normal à 60 km/h pour qu'il y ait fluidité du trafic. Dans une voirie, vous pouvez dire je limite à 30, je limite à 50, mais quand vous êtes déjà en voirie rapide urbaine, vous dites il faudrait que les gens puissent circuler à 60 km/h. Et là, c'est ce document-là, l'instruction pour les conditions techniques d'aménagement des voiries rapides urbaines qui intervient. Et là, on va vous dire, vous devez prévoir des places de parking de taxis. Vous devez prévoir des parkings de bus. Vous devez prévoir des parkings de benzikin. Vous devez prévoir une voie latérale pour que si quelqu'un tombe en panne, il se met sur la voie latérale et la circulation continue. Et après, vous avez l'instruction pour les conditions techniques d'aménagement des autoroutes. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, au départ, quelle est la classification de votre route? Ça peut vous faire mal. Vous pouvez estimer que M. Mbok a mal classé ma route parce que la classification que va avoir votre route limite les aménagements qui seront faits sur cette route. Voilà. Et il y a des confusions dans le public. Par exemple, tout le monde dit, mais les routes nationales sont petites. Je dis non. Une route nationale, c'est une route de 2 fois 1 voie avec des aménagements particuliers pour répondre à des problèmes ponctuels. Donc, l'axe lourd, c'est une route nationale. Elle a principalement 2 fois 1 voie avec des aménagements à 3 voies ou des aires de parking à des endroits particuliers pour répondre à des problèmes particuliers. Une route nationale, ce n'est pas une autoroute. Nous allons y revenir. Mais quelles sont les données qui peuvent influencer la création, la construction ou la réhabilitation d'une route? Il y a déjà les flux observés de mobilisation et de mobilité. C'est les flux observés de mobilisation des populations ou des activités économiques sur un certain parcours et en plus la mobilité constatée qui justifie qu'il faut améliorer les conditions de mobilité et de transfert des biens, des marchandises et des personnes. Nous pouvons prendre un peu un cliché. Il y a l'axe qui mène Carrefour Cité jusqu'à Yabassi. Les populations se plaignent que 2 camions ne peuvent pas véritablement circuler. Carrefour Cité jusqu'à Yabassi. Carrefour Cité sur la rue PK13, PK14. Oui. Quelle est la largeur notamment? Parce qu'on dit que la route elle est petite, bien qu'elle soit une nationale. Vous dites nationale, c'est 1 voie, 2 voies. Mais les usagers qui empruntent cette voie disent qu'elle est petite. Comment expliquer cet état de choses? Mais le gabarit de front d'un camion, c'est 2 mètres. Si vous allez faire des gabarits à 2,25 m parce que vous voulez transporter plus de marchandises, vous créez un problème. Je dis à la population de Douala que le gabarit réglementaire de front d'un camion, c'est 2 mètres. Si votre camion ou le camion qui est sur la voie avec vous a un gabarit supérieur à 2 mètres, il crée un encombrement visuel et confortatif à votre chauffeur. Votre chauffeur, même avec la meilleure volonté du monde, est obligé de ralentir et de faire attention.
Donc, je suis petit par rapport à quelque chose qui est grand. Mais je suis grand par rapport à quelque chose qui reste petit. Que les gabarits soient respectés et après 3,50 m de largeur pour une voie sera largement suffisant pour que tout le monde circule. Vous nous avez parlé tout à l'heure des différentes classifications de routes. Il y a les routes nationales, il y a les routes secondaires. Quels sont les différents types de classifications de routes qu'on peut avoir? Vous avez parlé même des départementales. Qui est route départementale, route secondaire, route communale? Vous avez des routes communales, départementales. Après, vous avez des routes régionales même. Après, vous avez les routes nationales. Après, vous avez les corridors de liaison. En fonction de l'utilité qu'on affecte à la route. C'est celui qui fait la route qui affecte. Si celui qui fait la route dit, mon ami monsieur Biga souffre beaucoup pour arriver chez lui, je vais lui faire une route. Mais comme il est le seul qui habite au fond de la route, ce sera une route communale. Vous comprenez? Si maintenant, monsieur Biga habite dans une zone où il se développe une activité économique, une activité marchande ou une activité sociale, on peut dire que désormais, cette route a de l'importance, elle devient une route départementale. C'est la fonction que vous attribuez à la route qui va donner sa classification. Permettez-nous de faire un petit distinguo entre les types de routes. Est-ce qu'il y a une route qui est destinée en zone rurale et une route qui est destinée à la zone urbaine? Sinon, c'est peut-être l'utilité ou l'importance ou le flux du trafic ou de la démographie. Le gabarit de la route et ses caractéristiques mécaniques sont définis par le nombre de véhicules moyens journaliers qui y passent. Si une route est en race campagne et qu'elle est très fréquentée, elle aura le même gabarit que la même route en ville qui est autant fréquentée. C'est la fréquentation de la route par les poids lourds, c'est-à-dire les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes en zone urbaine et à 5 tonnes en zone rurale qui définit le gabarit de la route. Merci. Le transport à Douala est un véritable serpent de mer. Est-ce parce qu'il y a manque d'infrastructures routières ou il y a insuffisance d'infrastructures routières? Expliquez la nuance un peu. À Douala, je vous ai dit toujours que tant que vous n'avez pas investi 156 milliards à Douala, on ne peut pas commencer le débat. Il n'y a pas de route où il y a insuffisance de route. Monsieur Biga, donnez-moi les 156 milliards, je réhabilite les routes et après je commence à discuter avec vous. Donc monsieur Bock affirme qu'il n'y a pas de route à Douala. Je dis que si monsieur Biga me donne 156 milliards, on peut commencer à débattre. Tant qu'il ne m'a pas donné 156 milliards pour faire les routes, qui ne me pose pas la question de savoir s'il y a les routes, puisque je lui ai remis une étude à lui et au pouvoir public qui dit que vous avez un problème de 156 milliards. Et vous me dites, monsieur Bock, mettons le problème de 156 milliards à côté, est-ce que j'ai des routes? Monsieur Biga, si on vous prescrit une perfusion et que vous n'achetez pas la perfusion et vous venez dire au docteur qu'il ne veut pas vous soigner, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Douala a véritablement besoin de 56 milliards de francs CFA, 156 milliards de francs CFA, merci, pour pouvoir avoir des routes viables. Oui. Et sur ce, nous allons faire une ponctuation pour prendre deux reportages qui nous présentent une synopsis assez douloureuse de la ville de Douala. Nous suivons. Mais c'est le sens interdit qui est la voie la mieux partagée par les usagers. L'état de route, franchement, c'est déplorable. Parce que les amortisseurs finissent, tout le cas d'accident, on a oublié de jongler comme ça pour pouvoir passer au sens interdit. Vous-même, vous voyez l'état de route, c'est impraticable. Parce que si on ne jongle pas comme ça, les nids d'eau qui est là, même en passant par là, le mal est plus là-bas plus que le sens interdit. Parce que déjà même au sens interdit, tu sais que bon, tu peux déjà rouler lentement et doucement parce que ce n'est pas de ton côté. Les nids d'eau qui sont là-bas, les creux, tu peux même nager même à l'intérieur. Nous qui sommes des riverains, nous qui sommes là de temps en temps, on voit comment les motos, les taxis et même des voitures personnelles ne parviennent plus à circuler normalement et les accidents en suivent. Rendu du côté du tronçon Total Makepe Cité des Palmiers,
Le calvaire des transporteurs est palpable. La route, bien qu'ayant subi un début de réhabilitation il y a quelques mois, n'est plus qu'un étendu nid de poule. Dès lors, ça roule dans tous les sens et bienvenue les embouteillages et autres dégâts. À nos garde les voitures, vous-même vous voyez l'état de la route. Et en plus de cela, la route n'a même pas été faite. C'était comment on appelle la boue, le sable mélangé qu'on nous a versé là. Il fallait même laisser saver les trous comme ça a été avant. Vous-même vous voyez l'état de la route. On a trop de problèmes juste à l'hôpital Gérard Carrefour, cité de Pamela. Campagne, les routures et tout ça, c'est pas facile. Les routes là, dans cet état, nous posent d'énormes problèmes de circulation déjà, d'arrêt sur la chaussée comme je viens de faire là, et beaucoup d'autres choses. Si la dégradation des routes est à l'origine des multiples désordres urbains, à quoi s'expose-t-on si à cela s'ajoute de l'incivisme? Sans doute à des morts en série. C'est un spectacle récurrent dans l'arrière-pays et presque insolite dans une aussi grande ville comme Douala. Et pourtant, le mauvais état de cette route visiblement en chantier offre un périple dangereux aux usagers. On est vraiment dépassé. Parce que les travaux comme ça, là, qu'on n'arrive pas à achever, franchement, ça ne va pas. Très dégradable. Très dégradable. Mais vraiment, c'est très dangereux, man. Vraiment, c'est très dangereux. Vraiment, je ne sais pas ce que les gens qui avaient vraiment fait. Il faut qu'ils viennent maintenant regarder ce qui se passe. Vraiment, c'est très dangereux. Les voitures ne font que caler ici de jour en jour. Vraiment, c'est bizarre. Ici à Bonabassem, personne n'échappe à cette implacable réalité. On peut s'enliser dans l'eau sans danger pour les habitués ou perdre un 4 ans comme ce véhicule en réparation. Je ne sais pas, le gouvernement doit prendre ça en compte pour qu'on puisse achever cette chose. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut? Tous les jours, nous sommes au garage pour changer les amortisseurs, etc. Donc, on ne sait plus quoi faire. Je ne sais pas, il faut seulement qu'on arrange la route. C'est grave pour nous. Ça casse les voitures, ça coule les moteurs, ça fait tout là, c'est pas bien. L'herbe qui pousse et les déchets ménagers jonchant la chaussée sont l'expression d'un chantier à l'abandon, mais déjà ouvert à la circulation. Voilà, Monsieur Bock, un regard synoptique sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de nos infrastructures routières dans la ville de Douala, des chantiers qui sont à l'abandon, des automobilistes et usagers qui ont du mal à circuler, qui sont tout le temps dans les garages. Quelle lecture faites-vous de cette grande mégalopole, comme vous le disiez tout à l'heure, de la ville de Douala? Premier point, le deuxième reportage n'est pas pertinent dans la mesure où c'est un chantier qui n'avance pas depuis quelque temps et que les structures sur lesquelles les gens s'embourbent ne sont pas des structures de corps de chaussée, ce sont des structures de terrassement. Et si c'est un chantier à l'abandon ou arrêté pour des raisons que j'ignore, cela veut dire que la mise hors d'eau de l'emprise n'a pas été complètement finie, d'autant plus qu'on est encore en période de terrassement. Je crois que le deuxième reportage est assez excessif dans ses conclusions par rapport à la réalité qui s'y passe. Pour ce qui est du premier reportage, j'ai déjà répondu. Je pense que monsieur le délégué du gouvernement sera très content de votre reportage qui lui permettra de le mettre dans sa sacoche quand il ira plaider la cause du Douala auprès des pouvoirs publics. Donc les routes sont véritablement une émanation d'une volonté publique, volonté politique. Une route a une durée de vie de 15 ans. Après 15 ans, elle perd ses caractéristiques mécaniques et structurelles. Cela veut dire qu'au bout de 15 ans, il faut faire ce que nous appelons une réhabilitation, c'est-à-dire une reprise de fond en comble des 50 premiers centimètres de la chaussée.
Si cela n'est pas fait, cette chaussée ira en se dégradant. Vous aurez beau boucher les trous, en bouchant les trous, vous créez une différence d'élasticité entre les trous que vous bouchez et la chaussée existante. Et cette différence d'élasticité va plutôt accélérer la dégradation de la chaussée. Donc le bouchage de trous n'est pas une solution. Le bouchage de trous est une solution si après avoir bouché les trous, on repasse une couche de revêtement dessus pour égaliser la diffusion des charges. Mais s'il s'agit juste de boucher les trous et de laisser passer les voitures dessus, vous accélérez la dégradation. Deux types de revêtements. Il y a un qu'on est peut-être en train d'expérimenter, mais qu'on retrouve un peu partout dans la ville de Douala, ce sont les pavés. Est-ce que les pavés sont une solution idoine pour le revêtement, surtout dans le sol de Douala, surtout sur le sol de Douala? Monsieur Biga, 1996, ça fait combien d'années? 21 ans. Non. Et j'expérimentais pour la première fois les pavés à la pharmacie de la République. Les pavés ont un avantage, c'est qu'ils ont une durée de vie plus grande que le bitume et que le pavé a des dégradations ponctuelles qui fait que avec des outils simples, vous pouvez réparer la dégradation du pavé. Et il faut savoir que une route en bitume goudron, vous devez y consacrer 6% du coût de réalisation en entretien, alors que sur une route en pavé, cela peut descendre à 1,5 ou maximum 2% par an de coût d'entretien. Donc ça veut donc dire que les pavés sont une solution très très utile et très très pertinente à Douala. J'attire seulement l'attention sur le fait que c'est le matériau qui va supporter les pavés qui doit être réalisé de façon très 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 scrupuleuse. Parce que le pavé, ce sont des efforts de poinçonnement, alors que le goudron, ce sont des efforts de répartition. Est-ce à dire que le sol de Douala est-il adapté? Quel type de matériau effectivement pour le sol de Douala? Est-il adapté pour le bitume ou pour les pavés? Visiblement ou concrètement, est-ce les deux ou un seul style? Le sol de Douala est mauvais. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans une zone où, avant de poser les 50 cm du corps de chaussée, il faudrait traiter la couche de terrassement. D'une étude avec des moyens appropriés, en faisant une étude géophysique, géologique, géotechnique, mais qui aujourd'hui plomberait le coût de la chaussée. Parce que les traitements à la chaux, les traitements par des moyens physico-chimiques coûtent extrêmement cher. Ça veut dire que nous préférons à Douala faire de la substitution, c'est-à-dire lorsque en dessous des 50 cm du corps de chaussée, nous nous apercevons que nous n'avons pas un bon sol, nous préférons apporter de la pouzzolane, apporter du gravier, apporter du sable ou de la scorie qui permettent de renforcer la capacité portante de l'assise située sous les terrassements. Mais cela n'a-t-il pas un impact considérable sur le budget de l'État? Parce que tous les 15 ans, tous les 20 ans, il faudrait qu'on refasse une route, il faut qu'on la réhabilite. Est-ce que quand vous parlez de 150 milliards de francs CFA déboursés par exemple pour la ville de Douala, ça veut dire qu'au bout de combien de temps va-t-on encore prévoir le même type de montant pour pouvoir réhabiliter encore une autre voie? Pourquoi ne pas trouver une solution définitive à un problème? Mais la solution définitive, c'est les chaussées semi-rigides qui, à leur état de construction, coûteraient 3,5 fois à 5 fois plus cher que ce qu'on fait actuellement. Mais qui ferait plus de 60 ans, par exemple. Oui, mais qu'il faudrait... Et le problème, c'est une disponibilité budgétaire immédiate. C'est une disponibilité budgétaire immédiate. Tout le monde aimerait rouler en Mercedes à 120 millions la voiture. Mais il y a des gens qui n'ont que 30 millions tout de suite pour acheter une voiture. Ils font quoi? Ils achètent la voiture de 30 millions. Et ils l'entretiennent pour qu'elle dure le plus possible. Merci, nous allons parler d'autre chose, parce qu'également, au-delà d'être technicien en ingénierie de construction, BTP, vous êtes aussi également un mordu de l'actualité que vous suivez d'ailleurs avec attention. Nous allons parler la semaine qui vient de s'achever. Moins d'une semaine, il y a 4 gendarmes qui sont lâchement assassinés
dans la zone du nord et du sud-ouest. Le véritable problème, selon vous, est l'essai de solutions pour sortir définitivement de cette crise. Quelle est la lecture que vous pouvez apporter au regard de cette actualité? Voilà, je vais donner mon point de vue. Je sais que je vais me faire quelques solides ennemis, mais je vais le dire. Au départ, il y a une crise dans ce pays. Que de quoi on fait tout d'ignorer. Il y a une crise dans ce pays qui est due au fait que la raréfaction des moyens financiers de l'État et la difficulté de la conjoncture économique ont entraîné certaines mesures. Lutte contre la corruption au niveau de l'État, lutte contre la fraude douanière, lutte contre la fraude aux impôts, lutte contre tous ceux qui ne veulent pas payer les taxes et droits. Or, il faut savoir que pendant longtemps, la culture du détournement de fonds publics, la culture de la fraude à la douane et aux impôts était justifiée par le fait que les dignitaires prenaient cet argent pour acheter la paix auprès des populations de leur département d'origine. Mais aujourd'hui que on ne peut plus frauder, on ne peut plus voler, on ne peut plus piller sans vergogne les caisses de l'État, ces gens qui prenaient cet argent, gardaient par devers eux 70% au moins et reversaient à la population 30% au plus, n'ont plus rien à offrir à cette population. À qui on n'a jamais donné d'école, à qui on n'a jamais donné de centre de santé, à qui on n'a jamais donné l'électricité. Et cette population a aujourd'hui, en plus de tous ces manques, elle a faim. Et elle se dit, mais finalement, ce gouvernement, cet État ne me sert à rien. Et il se développe tout de suite un réflexe identitaire et communitariste autour de l'élément fédérateur qui est la langue anglaise pour les anglophones qui se disent en plus que ce mot anglophone a toujours été péjoratif. Donc aujourd'hui, la crise anglophone, c'est le réflexe identitaire et communitariste des gens qui se disent que l'État central ne peut plus rien nous apporter, gérons nos choses par nous-mêmes. Le même problème se pose partout. Sauf que partout, d'ailleurs, l'élément fédérateur, c'est la peur du chaos. Chez ceux qui ne sont pas anglophones, c'est la peur du chaos. Ils se disent, ne poussons pas le bouchon trop loin, parce que en cas de trouble, de guerre civile ou d'insurrection, nous risquons de tout perdre. Mais le bouchon n'est-il pas allé loin en portant atteinte, par exemple, à l'intégrité physique des hommes en tenue, par exemple? C'est pas le bouchon. Je pose d'abord le contexte. Maintenant, et ce que je dis, il n'est pas acceptable pour un républicain comme moi de voir porter atteinte au drapeau, aux forces armées et aux symboles de l'administration. Et je suis outré de voir que certaines ONG se lèvent pour nous donner des leçons sur la façon dont nous devrions ménager la rébellion, l'insurrection, la révolte sauvage. Ils nous disent que nous devons caresser ceux qui se lèvent pour tuer, pour déchirer les symboles de l'État, pour détruire l'autorité de l'État. Monsieur Biga, je vous dis que non, non et non. Nous, les Camerounais, qui n'avons pour seul référent que le Cameroun, avec son drapeau vert ou jaune, nous nous lèverons toujours avec la dernière volonté pour bouter hors de nos frontières et mettre hors d'état de nuit les sorciers du désordre et les magiciens de la rébellion. Quelle est donc la solution définitive pour que les uns et les autres puissent s'entendre, puisqu'aujourd'hui on parle de dialogue? Avec votre ton, sûrement qu'il n'y a pas de dialogue dans le fond. La fermeté n'a jamais exclu le dialogue. Mais dialoguer aujourd'hui avec qui? Dès qu'on parle de dialogue, il y a 5 tendances anglophones qui sont révélées au grand jour. Que valent-elles?
Que valent-elles réellement en termes de soutien de la population anglophone? Que représentent-elles? À part être le bras armé de certaines compagnies étrangères qui lorgnent avidement sur les richesses supposées qu'il y a au sud-ouest et au nord-ouest, que valent-elles en termes d'adhésion de la population, en termes de soutien de la population du nord-ouest? Quand vous avez une arme, tout le monde est d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire que les gens adhèrent. Donc le dialogue aujourd'hui sera fait, mais il sera fait en identifiant clairement les partis en présence, leur idéologie, leur credo politique, pour savoir avec qui on peut discuter, avec qui ça ne vaut pas la peine de discuter et jusqu'où on peut discuter. Dans votre énoncé tout à l'heure, vous avez dit que le Camerounais a faim, que le peuple camerounais a faim. Nous sommes en pleine fin de session budgétaire 2017 au Cameroun. Est-ce qu'au courant de cette année, vous avez eu l'impression que le panier de la ménagère a évolué? Moi, je vais vous dire honnêtement, je pense que par des trésors d'ingéniosité, les Camerounais arrivent à trouver des solutions pour ne pas sombrer dans la famine de la pauvreté. Voilà ce que je pense. Et il faut saluer leur ingéniosité et leur capacité à trouver au fond d'eux-mêmes les ressources pour le faire. Vous parlez d'ingéniosité aussi. On peut parler en termes d'ingéniosité, peut-être l'élargissement des frontières avec la libre circulation effective des biens et des personnes en zone CEMAC, d'autant plus qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un sommet extraordinaire en N'Djamena. Et selon vous, l'intégration, la libre circulation des biens et des personnes et l'intégration de la sous-région CEMAC est-elle une aubaine pour nos pays de la sous-région, notamment pour le Cameroun? Je vais vous répondre très simplement. L'Union monétaire de l'Ouest africain a décidé de la libération de la mobilité des biens et des personnes. On nous a expliqué que ce n'était pas la même chose, ça ne pouvait pas se faire chez nous, ce n'était pas le même contexte. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit que l'homme prend un chemin et Dieu lui répond. Aujourd'hui, sur la table de Macron, président de la République française, on lui dit le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest a surmonté sa crise et a retrouvé de la valeur, et le franc CFA de l'Afrique centrale a sombré. Si nous avons appris de nos erreurs pour accepter aujourd'hui la libre circulation des biens et des personnes, c'est bien. C'était nécessaire. Lorsque vous avez atteint le maximum d'investissement que vous pouvez faire dans votre pays, dans votre ville, dans votre village, si vous avez encore des ressources, vous avez envie d'aller investir chez le voisin et ailleurs, et ainsi de suite. Parce que les possibilités de commerce dans votre pays, dans votre ville, dans votre village ne sont pas infinies. Elles sont limitées à un moment. Et si vous continuez à avoir des ressources, vous voulez les déployer ailleurs. Mais comme vous n'êtes pas une multinationale, vous ne pouvez pas ouvrir une agence partout. Mais vous devez être capable d'aller facilement voir qu'est-ce que vos affaires donnent au Tchad, qu'est-ce que vos affaires donnent au Gabon, qu'est-ce que vos affaires font au Congo. Aujourd'hui, les gens n'investissent pas dans la sous-région parce que, pas parce qu'ils n'ont pas les capitaux. Ils ont même des capitaux surexcédentaires, mais ils n'ont pas l'assurance qu'ils pourront contrôler facilement leurs investissements. Vous avez dit tout à l'heure que les pays de la zone franc de l'Union monétaire ouest-africaine ont surmonté leurs valeurs dans le CFA et ceux de l'Afrique centrale ont diminué. Mais en Afrique centrale, il y a un débat qui est sous-jacent, celui de la sortie de la zone franc. L'impact est une utopie, est foncer droite dans un mur. Pour vous, c'est quoi? Monsieur Bigard, connaissant votre intelligence, je sais que vous me posez la question pour éclairer votre téléspectateur. Vous connaissez la réponse. La monnaie est basée sur deux choses. Soit la confiance, soit une valeur refuge qui lui donne sa garantie. Est-ce qu'il y a un État de l'Afrique centrale qui, aux yeux de l'extérieur, a la confiance suffisante sur son avenir économique?
Je réponds non. Est-ce qu'il y a une valeur refuge sur laquelle nous pouvons compter? Quelle matière première avons-nous qui est suffisamment stable et forte pour adosser notre monnaie là-dessus, sachant que cette semaine encore, les Européens et les Américains ont décidé qu'ils ne se tournaient plus vers l'or comme garantie de monnaie. La réponse est donc que ceux qui rêvent de la sortie du franc CFA, qu'ils nous disent d'abord comment consolider notre économie et lui donner soit de la valeur, soit de créer des valeurs refuges qui pourront garantir cette monnaie. Donc, selon M. Mbok, c'est une erreur. Ce serait une grave erreur d'imaginer, de songer même à sortir de la zone franc si on n'a véritablement pas de garantie, d'autant plus que l'or aujourd'hui n'est plus une garantie. M. Mbok, en dehors de tout et au-delà de tout, lorsque vous voulez vous détendre, qu'est-ce que vous faites? Quand je veux me détendre, j'écoute Bendeka. Dans ces années d'avant, j'aime beaucoup sa façon de parler de ces amours passionnés qui se détruisent, qui se délitent parce qu'il y a incompréhension, parce qu'il y a difficulté. J'aime aussi sa façon d'aimer les femmes et de toujours un peu être leur porte-parole en donnant toujours l'impression que c'est l'homme qui a tout gâté et que la femme, elle était prête à tout. Vous savez, j'ai été élevé par une grand-mère qui m'a beaucoup choyé et aimé, et elle m'a permis de découvrir toute la force qu'il y a dans l'amour d'une femme. Vous aimez la femme ou vous aimez les femmes? J'aime l'éternel féminin. Nous nous permettons d'écouter un brin de Bendeka. Monsieur Mbok, quand on écoute ceci, quand on regarde de près, on voit que Bendeka et vous avez des traits de ressemblance. Je ne sais pas pourquoi les gens me disent ça. Les gens me disent toujours que je ressemble à Bendeka. Je préfère ressembler à Bendeka, qui est quand même une icône de la musique camerounaise, que être un Didier Mbok quelconque. Vous savez, qui se ressemble s'assemble ou qui s'assemble se ressemble. C'est peut-être ça. Pour terminer notre entretien, est-ce qu'avez-vous peur de mourir, M. Mbok? Et au soir de votre mort, comment voudriez-vous qu'on retienne votre passage sur terre? Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur d'avoir vécu inutilement. Et au soir de ma mort, je voudrais qu'on se dise ce qu'il avait à faire, il l'a fait du mieux possible et en toute sincérité possible. Merci, c'est sur ces mots de Jacques Didier Mbok, qui était notre invité, que nous mettons un point final à cette audition. À la prochaine, Inch'Allah.